Bien, je vais donc clôturer. Enfin, c'est une fausse fin puisque il y a encore une dernière performance en préparation. Mais bon, je pense que c'est préférable de clôturer maintenant. Je pense qu'on a entendu, vu énormément de choses. Alors, normalement, c'était le directeur de l'Institut qui était censé venir prononcer ce discours de clôture et il m'en a chargé car il est en mission en Tchéquie. Donc, j'ai un peu un rôle pas si facile puisque, comme vous avez compris, j'enseigne ici, mais mon centre de recherche est à Paris 1. Donc, je vais vous présenter, en fait, là j'ai réuni tout le monde, toutes les personnes qui sont dans mon programme de recherche en art sonore et qui ont travaillé depuis quasiment un an pour préparer ce colloque. C'est la durée qu'il nous a fallu, effectivement, pour parvenir à constituer notre programme, monter les dossiers pour le financement, mobiliser tout le monde à l'école. Et bien entendu, vous voyez aussi que l'école a été extrêmement active avec tout son personnel technique et nos étudiants, enfin en particulier mes étudiants en son. Donc, par ordre, Lenka Stransky, qui nous a rejoint, elle, depuis le mois de juin dernier, voilà, qui a véritablement été la personne qui a permis que tous les transports, tous les hébergements, entre autres, soient faits en temps et en heure, et ça n'a pas été très facile. Frédéric Matevet, bon, vous le connaissez puisque c'est un artiste. Les artistes, on les connaît toujours. Qui a fait donc la performance dans le studio musique. Hélène Singer, est-il besoin de la présenter? Artiste aussi, performeur bien sûr. Célio Paillard donc, qui a fait une installation dans le studio de photographie. Et donc, il faut que je dise aussi que Frédéric et Célio se sont chargés de toute la communication, les affiches, tout ça, et également les envois. Enfin, bon, il y a eu un énorme travail. Enfin, Monsieur François Jacques Bonnet, voilà, qui a été aussi qui est très, très actif, surtout pour tout ce qui était programmation musicale, ainsi que Mathieu, bien entendu, qui a permis que nous ayons ce très beau concert hier soir aux Instants Chavirés. Voilà, donc c'est toutes les personnes qui ont travaillé. Moi, je ne veux pas distribuer de points, bien sûr, hein, c'est pas le lieu de le faire. Mais évidemment, je les remercie très chaleureusement parce que moi tout seul, moi, je dois dire, comme j'ai du mal déjà à savoir sur quel bouton il faut appuyer, ça n'aurait pas été très facile. Alors, je termine quand même. J'ai pas tout à fait terminé. J'ai pas fini. Je termine quand même. J'avais prévu une très très courte allocution pour juste 3 photographies. La première, c'est 1913. Ça a été bien évidemment évoqué dans le colloque, la publication de l'Art des bruits, l'Arte dei rumori, manifeste futuriste. Vous savez que ceux qui l'ont parcouru, que son Art des bruits citait le poète Marinetti, qui, dans une lettre qu'il lui adressait depuis les tranchées bulgares d'Andrinople, décrivait dans son nouveau style futuriste l'orchestre d'une grande bataille. Je cite donc Luigi Russolo. L'esthétisation du bruit, ça a été l'une des problématiques, bien évidemment, de ce colloque, constitutive déjà de cette avant-garde et permise par ce qu'on appelle, enfin les savants, les philosophes appellent réification. C'était pourtant pas une nouveauté, puisque, par exemple, les paroles gelées que Gargantua propose de mettre en réserve dedans de l'huile comme l'on garde la neige et le glace,
opération dont Pantagruel se méfie au passage, disant, je cite le texte évidemment de Rabelais, « Estre folie », en vieux français, faire réserve de ce dont jamais l'on a faute et que toujours on a en main. Montre cette citation montre que Rabelais avait entrevu, bien avant Adorno, au passage, la possibilité d'une écoute fétichiste et possiblement régressive. Je saute une année, puisqu'on parle, l'année dernière, on fêtait Russolo. L'un de nos participants nous avait invités à ce colloque, effectivement. Et je saute une année, effectivement, en 1914, parce que c'est comme ça que ça m'est venu. Mon grand-père, qui était terré au fond d'une tranchée dans les environs de Verdun, n'avait probablement pas dans l'idée de mettre en réserve, par quelque procédé que ce soit, le fracas des obus qui s'abattaient sur une terre déjà gelée. Mais il n'aurait probablement pas non plus affirmé, comme Raymond Muret-Schaeffer, que si les canons avaient été silencieux, ils n'auraient jamais servi à faire la guerre. Car bien avant la mort discrètement administrée par les drones américains, il a connu la guerre chimique. Et revenu avec un demi-appareil respiratoire, en fait, il n'en a jamais parlé, il est resté mutique. Maintenant, on sait pour quelles raisons les gens qui ont subi ce genre de choses ont du mal à l'exprimer. Raymond Muret-Schaeffer, dans son empire panacoustique, comme l'a nommé François, idéalisé, a rêvé un son omnipotent, pouvant tout déterminer, y compris l'usage des machines de guerre. Donc je le cite. Et cela comprend le chointement du gaz. Aujourd'hui, en 2014, je me souviens de la proposition de François Molnar, qui fut l'un de mes professeurs à l'université. Il s'exprimait en français, mais un français traduit du hongrois. La musique, c'est le bruit que j'aime. Je me souviens qu'enfant, moi, comme tous les enfants, j'expérimentais le son des choses en les manipulant, en les frappant, en les secouant, comme on pourrait avoir envie de le faire avec la pelote de ficelle enserrée entre deux plaques de cuivre réunies par 4 longs boulons que Marcel Duchamp a titré « À bruit secret ». C'est cette exposition de l'interdit, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, cette exposition de l'interdit qui allègue l'imprésentable dans la présentation elle-même, qui se refuse à la consolation des bonnes formes, on en a parlé évidemment avec l'informe, et au consensus d'un goût qui permettrait d'éprouver en commun la nostalgie de l'impossible. Les célibataires de Marcel Duchamp, pour déclarer leur flamme, consument le gaz contenu dans leurs uniformes, ce qui fait une flaque dérisoire sur le sol, mais une immense clameur dans l'être, pour citer un petit livre sur Deleuze. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard pour tout ça. Et en même temps, je me permets encore à rajouter, par la gestion que j'étais chargée, je dois encore remercier aux personnes qui ne sont pas là. Donc c'est Isabelle Guenot de Paris 1 qui nous a beaucoup aidé, et également à Yuriko, que je suis désolée, je ne connais pas son nom de famille. Hiroata. Parce que c'est 2 personnes qui sont parfois invisibles. On ne peut pas réaliser des choses les plus importantes. Donc, c'est tout ce que je tiens à dire. Et merci encore une fois à vous tous. Bon, d'accord. Ouais, non, du coup, je trouve que ce truc-là rejoint un peu aussi les idées de bruit, quoi. C'est qu'à un moment donné, nous on est là, on est c'est cool et tout, on fait notre petit bruit comme ça derrière, mais s'il n'y avait pas une autre humeur de fond qui avait duré un certain temps, on n'aurait pas pu faire tout ça. Non, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas crier.
Je suis là pour annoncer la performance de Marc Brétillot après ce discours de Gérard, qui par ailleurs a, est-ce que je peux le dire, une phobie du fromage. Et pour le remercier pour tout ce travail de mois entier, Marc Brétillot te dédicace, je crois, sa performance culinaire. Donc Marc est designer culinaire, il enseigne à l'ESSAD de Reims. Voilà, et il nous propose une performance qui s'appelle Son de fromage. Voilà, j'en dis pas plus. Donc c'est juste en sortant dans le foyer. Merci beaucoup à tous.